Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour ce rendez-vous hebdomadaire sur Torah Box à 17 h heure française, comme tous les dimanches, pour ce direct live de Jérusalem dans les studios de Torah Box, avec toutes les semaines un invité. Et cette semaine, le Rav Rachami Mankri, que vous connaissez bien entendu sur Torah Box, Dayan ici à Jérusalem au Kollel Yechavedaat, et qui sera là pour vous ce soir afin de répondre à toutes vos questions qui concernent Pessah. Alors, la semaine dernière, vous avez été nombreux, avec des questions les unes les plus pertinentes et intéressantes que les autres, avec le Rav Perret. Cette semaine, le Rav Mankri va continuer la réponse à ces questions que vous avez. Et donc, je vous invite dès à présent à poser vos questions en dessous de cette vidéo et à partager autour de vous cette vidéo. C'est extrêmement important. Ça permet à tout à chacun de pouvoir accéder et poser les questions qui, tout simplement, aujourd'hui, on sait tous que toutes ces questions nous travaillent au quotidien, puisqu'on est à fond dans le sujet, on est à fond dans la préparation de Pessah. Et donc, c'est l'occasion pour nous de répondre à vos questions. Alors, Rav Rachami Mankri, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec grand plaisir. Et on est là donc, comme je le disais, pour aborder donc toutes ces questions qui tournent autour de Pessah, bien entendu. Alors la semaine dernière, on a beaucoup parlé de tout ce qui était cachérisation, etc. avec le Rav Perret. On va continuer à évoquer évidemment ces sujets-là, puisque vous êtes, j'ai envie de dire, à fond dedans, hein, puisqu'on est dans les préparatifs, en plein apogée de ces préparatifs. Donc on va parler de toute cette cachérisation. On est à J-5 avant Pessah. Donc, Rav Mankri, comment on doit se préparer, cette fois-ci techniquement, à Pessah? Quels sont les derniers préparatifs auxquels il faut penser? Les cachérisations un peu plus compliquées que les autres. On va essayer d'aborder, et ça va être aussi l'un des thèmes de ce soir, le déroulement du Seder, avec toutes les différentes étapes et tous les aspects techniques qu'on doit connaître pour le Seder de Pessah. Et donc, comment aussi se préparer au Seder? Rav Mankri, je vous laisse la parole. Ok. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont importantes. Aujourd'hui, comme il a dit Monsieur Zawi, J-5 avant Pessah, c'est la préparation du Seder. La préparation du Seder, la cachérisation de la maison. Il faut savoir que les enfants ne sont pas Hametz et la poussière, c'est pas non plus Hametz. Il y a des choses qui sont importantes à faire et pas se focaliser sur les choses les plus importantes. Donc on va essayer de survoler vite fait des jours qui arrivent pour la préparation de Pessah jusqu'à Bezrat Hashem en touchant quelques points le soir du Seder. D'après la halakha stricte, on pourrait nettoyer notre maison en quelques heures, ou on va dire en 1 ou 2 journées à tout casser. Pourquoi? Parce que le Shulchan Aruch nous dit qu'il faut enlever le chametz de la maison. Qu'est-ce qui est le chametz? Donc tout le vin, tout le pain, tous les gâteaux qu'on a pu consommer. En général, même quand il y a des enfants à la maison, la maman, elle est intransigeante de ne pas manger dans les chambres. Ça arrive que quand un des enfants étudie pour le bac ou pour un examen, alors il a son petit paquet de gâteaux, sa petite canette à côté de lui dans son bureau pour pouvoir étudier tout ça. Donc faire attention que toute la poubelle, le sac de poubelle, on oublie des fois on nettoie bien la chambre, tout ça, mais on oublie de ramasser le sac de poubelle. Donc ça, pour faire bien attention, de nettoyer. Quand il y a des petits enfants, c'est vrai que c'est un peu plus difficile parce que en général, dans le fauteuil, les chaises en dessous le fauteuil, des fois en dessous même les lits, on a trouvé certaines choses quand c'est un bébé ou un enfant de bas âge, dans son lit, en dessous son matelas, des endroits où on n'aurait pas imaginé voir certaines choses. On a terminé il y a quelques semaines la fête de Purim. On a reçu des Mishloach Manot. Il y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui est venu me voir en me disant que l'année dernière, en faisant Bdikat Hametz, il a ouvert une des armoires et il a trouvé un Mishloach Manat la Méadrim dans son armoire. Donc ça peut arriver, même aux meilleures familles, de trouver des choses. Donc faire attention. Tout ce qui est Hametz, déjà nettoyer bien les chambres jusqu'à arriver à la cuisine. La cuisine, la laisser vraiment au dernier moment pour la cachériser. Puisque, en général, on va pas faire sortir la vaisselle de Pessah dans ces jours-ci, ou si 1, 2, 3 jours avant. Bien que j'ai entendu dire ici à Jérusalem des familles qui ont passé le dernier Shabbat avec la vaisselle de Pessah. Donc ça, c'est les familles qui font attention. Les femmes qui travaillent, ils n'ont pas le choix d'avancer le travail. Mais en ce qui concerne
la majorité des personnes, donc faire attention. Donc on va toucher Bezrat Hashem à tout ce qui est cachérisation de la cuisine, du plan de travail au frigidaire, au robot qu'on utilise dans la maison, au micro-ondes, tout ça. Bezrat Hashem, on va arriver à le 14 soir. Cette année, c'est jeudi soir. Donc jeudi soir, il va falloir faire la Bdikat Hametz. La Bdikat Hametz, les 10 morceaux de pain qu'on met dans la maison. Chercher, on va voir que c'est pas quelque chose de folklorique, c'est quelque chose qu'il faut faire vraiment avec la tête sur les épaules, vraiment chercher chaque chose, des fois... Mais la maison est déjà nettoyée, ça fait déjà des mois que les femmes ou les enfants nettoient la maison. Des mois, non, des semaines, que la maison est bien nettoyée, c'est vrai, mais il arrive des fois, comme je vous ai dit, une armoire, un tiroir, les poches des enfants, même si la maman en général elle est macpida, elle fait attention à toutes ces choses-là, donc vraiment bien chercher dans ces endroits-là. Il y a des endroits où on n'a pas accès avec la bougie. Il faut savoir, les gens ils se trompent, ça je le dis maintenant parce que j'ai peur d'oublier de vous le dire. Les gens ils se trompent, ils croient que c'est Halloween ou c'est Hanouka, on éteint toutes les lumières et on se promène avec notre bougie. Non, la lumière électrique, donc les lumières qu'on a à la maison, il faut les laisser allumer. On n'a pas besoin d'éteindre les lumières. Les lumières nous servent à être utilisées pour voir ce qu'il y a autour de nous. La bougie, c'est pour voir dans les coins et les recoins, les endroits où la lumière n'a pas accès, pour voir. Maintenant, il y a des endroits comme dans une armoire, ou comme en dessous un lit, ou sous une armoire, un meuble, on ne peut pas rentrer une bougie. Si vous rentrez une bougie, ça risque de vous brûler ce qu'il y a tout autour. Donc on aura le droit, dans ces cas-là, de prendre un pana, c'est-à-dire de prendre une torche, une lampe de poche, pour pouvoir vérifier dans ces endroits voilà, qui touchent des endroits où les enfants ils ont accès et on pourrait trouver du Hametz. Juste en parlant de Bdikat Hametz, on sait que les grands de la génération avaient l'habitude de passer plusieurs heures à faire cette Bdikat Hametz. Pour être très franc, aujourd'hui quand on sait que la maison est parfaitement propre, bien nettoyée, c'est juste un petit coup superficiel où on va regarder un petit peu à droite à gauche s'il resterait pas, si on n'aurait pas oublié un morceau de Hametz. Il n'y a pas besoin de passer des heures. Alors, est-ce que vous pensez, monsieur Zawi, que ces Gdolim, là, ces grands de la génération, leur maison n'était pas propre? Et ça veut dire que vous pensez que le soir de Pessah, c'est eux qui faisaient le ménage? Ou c'est vrai qu'ils aidaient leurs femmes, ça c'est sûr. Mais peut-être c'était les maisons de l'époque. Non, il y a une mitzvah, on voit des dernières générations, le Rav Pinkus, Zecher Tzadik Livracha, qui raconte que à l'époque de son Rav, à l'époque de lui-même, il passait de nombreuses heures. Alors, c'est vrai qu'il y a différents niveaux de Bdikat Hametz, de vérification du Hametz. L'homme, il a le devoir, même pendant ces jours-ci, d'aider sa femme. Il y a quelqu'un qui m'a raconté une petite anecdote. Il n'y a pas longtemps, il y avait une femme, au nom du Rav Lasri, il y avait une femme qui a bougé son fauteuil, qui était très lourd. Sa copine, elle lui dit, mais dis-moi, attends, ce soir, ton mari, il sera là. Elle dit, non, mais ce soir, c'est plus difficile de bouger le sapin quand mon mari est dessus. Okay, donc le mari, les maris, les enfants, tous, on a le devoir de mettre la main à la pâte et d'aider la maison, d'aider pour ranger et que la maison soit propre pour la Seder. Encore une fois, il y a des endroits, quand on a des enfants de bas âge, où c'est sûr qu'il y a du Hametz. D'où une autre chose, même quand il n'y a pas d'enfants de bas âge. Et on est sûr qu'on a lavé, on a enlevé, on a tout lavé. Souvent, il y a des endroits où on s'est dit que c'est un endroit où on voudrait cacher certaines choses ou garder certaines choses. Comme par exemple, il y a des armoires toujours au-dessus de la cuisine où on garde les choses en cas c'est la réserve où on garde certaines choses. Des fois, ça peut arriver, bien que la femme elle est déjà passée, où on oublie certaines choses ou des choses que la femme va dire bon ça c'est pas Hametz. Alors qu'on pourrait trouver certaines choses, surtout les Ashkenazim qui sont marmirim sur les kitniot. Alors on va voir aussi à ce niveau-là que la halacha, même pour un Ashkenaz, les kitnion, c'est pas Hametz. C'est-à-dire qu'un Ashkenaz, les poskim parlent au niveau de la halacha, par exemple pendant Yom Tov ou pendant Shabbat, est-ce qu'un Ashkenaz aurait le droit de bouger des kitniot, prendre un paquet de riz pour le bouger dans l'endroit? Si c'est interdit, c'est mouktsé, toute chose qui est interdite, même pendant Shabbat, c'est mouktsé, donc on n'a pas le droit de le transporter. Par exemple, dans quel cas on peut trouver ça? Une Ashkenazite, une fille Ashkenaz qui s'est mariée avec un Sfarad. Donc elle prend les minagim de son mari. Mais si sa mère vient la visiter pendant la fête et elle aide à ranger la maison et elle trouve un paquet de riz qu'il faut ranger dans le mois,
Est-ce que c'est qu'il on a le droit de toucher? Non, on a le droit de toucher, c'est pas quelque chose qui est interdit. C'est une khoum, faut savoir que c'est une khoumra. Après, il y a d'autres khoumrot qui sont pas encore inscrits dans les livres d'Alaha, comme par exemple la matzah shrouya, la matzah qui est trempée, tout ça. Ça, on verra, Bezrat Hashem, on parlera de ça. On continue, donc après l'abdikat Hametz, le lendemain, on a ce qu'on appelle le bio Hametz, qui est brûler le Hametz, fin de consommation du Hametz, à partir de la dixième heure, okay, avec l'heure d'été en ce moment, c'est à peu près vers les coups de 10 heures ici en Israël. Faire attention depuis quand on se met Hametz, Matzah, Ashira, tout ça, on a le droit, mais il faudra faire attention de manger à des horaires fixes le veille de Pessah. Pourquoi? Pour éviter d'arriver le soir de l'El Seder et avoir faim. Et en général, si on a faim, on a tendance à bâcler le Seder, regarder combien de pages il nous reste jusqu'à Shulchan horaire, jusqu'à un moment où on doit manger. Donc, on va rentrer dans ça si quelqu'un il a vraiment faim, il ne peut pas attendre. Comment on fait au niveau de l'Halacha, quand exactement manger, parce que même ça au niveau de l'Halacha, Baruch Hashem, la Torah, elle est très précise sur chaque chose de l'Halacha, donc on verra quand manger, on a le droit de manger, on verra quoi et quand, à quel moment. Alors, juste pardon, on parlait du bio Hametz, donc donc le fait de brûler Hametz, faire de brûler Hametz. Alors, c'est vrai qu'en France ou ailleurs, là où nos auditeurs nous écoutent, c'est pas toujours évident. Ici en Israël, dans tous les coins de rue, on a des flammes énormes où on vient jeter son Hametz. En France, c'est pas forcément toujours évident. Je vous invite à prendre contact dès à présent, parce que tout est une question d'organisation. On va le voir après pour le CEDER, etc. Prendre contact dès à présent avec les responsables de votre synagogue pour savoir s'il y a un petit coin. Souvent, on arrive à mettre ça dans un tonneau, quelque chose pour pouvoir faire brûler son Hametz. Pas besoin d'avoir des grands flambeaux. Simplement, renseignez-vous dès à présent, d'autant plus que les premiers-nés doivent se rendre à la synagogue pour écouter le Sioum. Sinon, ils sont obligés de jeûner. Ce jour-là, cette année, ça tombe vendredi, donc sinon le jour du 14 Nissan, c'est-à-dire la veille de Pessah. La veille de Pessah, exactement. Donc, en ce qui concerne le pain, bonne réflexion du Rav Zawi, c'est de ne pas les mettre dans le papier aluminium. On a dit on met 10 morceaux de pain éparpillés dans la maison. Ne pas les mettre dans le papier aluminium. Pourquoi? Parce que le lendemain, vous allez brûler. Papier aluminium, en général, il conserve la chaleur, il ne brûle pas ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, prendre les morceaux de pain, les mettre ou dans un petit sachet en plastique ou dans un sopalin et fermer avec un petit morceau de scotch pour que le lendemain ça soit facile pour tout le monde de brûler le Hametz. Si le mari n'est pas à la maison, en général il travaille, ce qui est le cas, la femme pourrait brûler le Hametz. Un enfant qui a déjà un certain âge, on va dire après la bar mitzvah, qui est assez conscient de ce qu'il fait, pourra lui aussi brûler le Hametz. Ou brûler le Hametz aussi. Prendre une vieille boîte de conserve assez grande et assez grosse pour qu'elle puisse contenir ces 10 morceaux de pain. Et donc là, mettre les morceaux de pain, mettre au début peut-être un petit peu d'alcool ou un petit peu de whisky, quelque chose pour que ça prenne feu, et de jeter une allumette, laisser le temps de brûler. En Israël, c'est vrai que il y a beaucoup de personnes qui organisent on va dire, un endroit pour pouvoir brûler le Hametz. Maintenant, ce qu'il faut faire attention, au niveau de la mechira du Hametz, au niveau de la vente du Hametz, il y a beaucoup de personnes qui croient qu'il faut brûler tout le Hametz qui leur reste. Il y a en Israël en tout cas, je conseille même aux représentants des communautés en France d'organiser ça pour leur communauté. Il y a ce qu'on appelle ne jetez pas votre Hametz, ne brûlez pas votre Hametz. C'est beaucoup de personnes qui leur restent pas mal de paquets de pâtes, pas mal de choses Hametz. Au lieu de le jeter ou de faire Baal Tashrit, de le donner à ces organismes qui le mettent dans un hangar, dans une pièce, qui vendent cette pièce au Goy pour la vente de Pessah, et après Pessah, ils distribuent à des familles nécessiteuses. Donc c'est mieux de donner ce Hametz à ces associations-là, plutôt que de le garder soi-même et de le vendre. Alors, encore une fois, Mikar Adin, d'après l'essentiel de la Halacha, la Mechirat Hametz, la vente du Hametz existe. Donc on peut aussi vendre son Hametz. C'est mieux de ne pas voir du tout Hametz. Quand je dis Hametz, c'est du Hametz Vadaï. Quand par contre c'est Safek Hametz, ou c'est pas encore Hametz, comme par exemple, vous avez de la farine. La farine n'est pas Hametz. Si elle arrive au contact de l'eau, elle peut devenir Hametz. Il y a des choses qui sont mélangées avec de l'amidon, ou qui sont pas forcément d'amidon de blé, ou qui sont des fois d'amidon de blé, mais ils sont mevutalim, ils sont annulés dans ce mélange. Donc ça aussi n'est pas Hametz Gamour, c'est des choses qu'on peut garder.
on peut garder, on peut mettre avec le Hametz, vendre. Quelqu'un qui n'a pas gardé de Hametz chez lui du tout, il a enlevé tout le Hametz de chez lui, il a donné, il a terminé, il a vendu, il a brûlé, il a fait ce qu'il a voulu. Il n'est pas obligé de faire une vente de Hametz. On n'est pas obligé de faire un vente. Si on n'a pas de Hametz, on ne fait pas de vente de Hametz. Quelqu'un qui fait une vente de Hametz, c'est qu'il a, oui, du Hametz chez lui à la maison, ou qu'il a gardé certaines choses. Par exemple, il y a une femme qui m'a appelé récemment sur Question Rave, et elle a organisé chez elle, après Pourim, un fiançailles. Les gens ne sont pas venus. La majorité des gens ne sont pas venus. Donc elle s'est retrouvée avec beaucoup de choses de Hametz. Et si elle le jette, c'est Baal Tashrit. Donner certaines choses qui sont déjà consommées, qui sont déjà ouvertes, ça ne se fait pas. Donc, elle peut garder une armoire, un endroit dans la maison, une pièce fermée, dans le congélateur, ou couvrir avec un sac, vendre dans la Mechira. Si quelqu'un ne sera pas là, écrire dans l'acte de vente son numéro de téléphone, qu'on puisse le joindre. Ça, c'est en ce qui concerne donc, la vérification du Hametz. Alors là, on est donc le 14 Nissan, donc la veille de Pessah. Il est midi, ok. Qu'est-ce qu'on doit faire pour se préparer au soir du Seder? Qu'est-ce qu'on doit faire pour se préparer au soir du Seder? Déjà, comme je vous ai dit tout à l'heure, important d'avoir un repas fixe. C'est-à-dire que essayer de manger, c'est vrai qu'à partir de certains, on n'a même plus le droit de manger de la matzah ashira. La veille de Pessah, on n'a pas le droit de manger de la matzah bichlal pour avoir le goût de la matzah le soir du Pessah. La matzah ashira, c'est la matzah qui est faite à base de jus, fruits ou jus de raisin ou de vin. Même celle-là, à partir du moment où on ne pourra plus la consommer, donc consommer quoi? Du riz, des œufs, des fruits, des légumes, à des heures plus ou moins fixes, pour pouvoir rentrer dans la fête de Pessah avec théavon, avec donc avec ne pas avoir faim, donc d'être assez pas rassasié, mais d'être un peu assez calé pour pouvoir, puisque quand on va commencer la Haggadah, on va pas commencer tout de suite à manger. Ça prend entre 40 et 50 minutes, 1 heure, voire 1 heure, jusqu'à qu'on va commencer le repas. Donc au minimum, donc pas attendre de bâcler ce Seder là, c'est un Seder qu'on attend toute l'année. La matzah, dans le Zohar HaKadosh, elle s'appelle le pain de la Emouna. C'est là qu'on ancre, on inculque la Emouna à nos enfants. Et il faut savoir quelque chose. Le plus important, le jour de Pessah, pour tout ce que vous avez travaillé, les femmes, les hommes et les enfants, le plus important, le soir du Seder, c'est les enfants. C'est les enfants qu'il faut mettre sur un piédestal et leur donner l'importance. C'est là qu'on inculque à son enfant toute la Emouna qu'il aura pris pas seulement pour l'année, mais pour toute sa vie. Dans un autre endroit, le Zohar, il rapporte que la matzah est le pain de la réfoua, le pain de la guérison. Donc quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui sait qu'il y a des problèmes, que ça soit qui n'a pas d'enfant ou Shalom, qui a une certaine maladie, sache que quand à chaque fois il est la kavana, il a l'intention que quand il mangera cette matzah là, ça sera pour sa réfoua chez les mains. Deuxième chose à faire, veille de Pessah, très important. Si vous pouvez dès maintenant, c'est maintenant qu'il faut le faire, c'est d'acheter par exemple, un conseil que je vous donne, ou des noix, ou des cacahuètes, ou une de ces des bonbons. Chaque bonbon, selon la couleur, lui donner un prix. 1 shekel, 1 euro, 2 euros, 3 euros. À part ça, en parallèle, acheter des cadeaux pour les enfants. Playmobil, des Legos, ce que vous voulez. Vous les mettez dans un endroit où tout le monde les voit bien, en haut du frigidaire, n'importe où vous voulez. Puisque l'important, c'est les enfants, et c'est les garder réveillés. Le Shulchan Aruch, il dit il faut acheter aux enfants des noix et des amandes pour leur donner. À l'époque, il n'y avait pas de bonbons, donc c'était ça les bonbons de l'époque. Aujourd'hui, on a des bonbons. Leur donner les bonbons, garder les bonbons, ils savent qu'ils ne devront pas manger ces bonbons pour les garder, pour savoir qu'après Pessah, ils pourront acheter avec ces bonbons-là les cadeaux qu'on leur a réservés. Chacun, donc ça c'est la première chose. Deuxième chose, pendant Pessah, de promettre aux enfants aussi quelque chose où si ils se reposent la veille de Pessah, c'est-à-dire de dormir, de faire une sieste au moins d'1 heure, même la maman, même si c'est difficile, faire un tour de rôle avec le père, de se reposer pour arriver le soir de Pessah, pas être comme le sacrifice de Pessah le soir de Pessah, ok? D'être en forme, d'avoir comment ça s'appelle? Toute la pêche, ok? L'énergie, la vitalité pour pouvoir faire le soir du Seder comme il se faut et être joyeux, être ensemble et pas perdre un instant de ce soir du Seder. D'accord, donc on a bien compris.
Le Seder, c'est les enfants, c'est la Emouna, tout ce qu'on va pouvoir inculquer, tout ce qu'on se bat pour inculquer à nos enfants tout au long de l'année, et ben en fait tout est concentré sur le soir du Seder. On va dès à présent commencer à recevoir vos premières questions. Je vous invite à les poser tout de suite. N'hésitez pas, posez vos questions. Le Rav est là, cachérisation, Bdikat Hametz, le soir du Seder. On est là pour répondre à toutes vos questions. On va se quitter quelques instants seulement, l'espace de 2 minutes, avec le dernier clip musical, le clip officiel de Torah Box de cette année de Pessah 2018, qui s'appelle Tous unis pour le Seder, avec nos 3 merveilleux chanteurs. Nous avons Shai Zohar, Yuval Tayeb et Eliran Elbaz et son bouzouki. On se retrouve tout de suite après. Partagez cette vidéo et posez vos questions. Je vous dis à tout de suite. Manger, boire, accouder, faire le ménage à gogo, un combat contre notre ego. Une soirée pleine de magie, d'Égypte on est sorti. Dieu nous a choisis pour une nouvelle vie. Une soirée pleine de magie, d'Égypte on est sorti. Dieu nous a choisis. Oh, 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 oh. Verre de vin, en 8 jours pas de levain. Au plafond ne forme plus qu'un, livré avec les diplés. Une soirée pleine de magie, d'Égypte on est sorti. Dieu nous a choisis pour une nouvelle vie. Une soirée pleine de magie, d'Égypte on est sorti. Dieu nous a choisis. Oh, 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 oh. Torah Box, Ah ouais, spécial Pessah tous ensemble, famille, amis, tous réunis. libere paro, una le blu, only la agata manishtana. Libere paro, una le blu, only la agata manishtana. Alors mes chers amis, rebonsoir. Bienvenue pour ce direct de Torah Box, des studios Torah Box à Jérusalem, en compagnie du Rav Ankri, pour répondre à toutes vos questions sur Pessah. Avant, pendant, après. Alors Rav Ankri, première question, Jonathan.
Alors, première question de Nathaniel Zenou sur Facebook. Comment cachériser une cafetière Nespresso? Ok. Alors la cafetière Nespresso, c'est vrai qu'elle est utilisée avec certaines capsules qui ont certains goûts des fois. Alors quand c'est du café plus ou moins fort, il n'y a pas de problème. En sachant que chez Nespresso, souvent, enfin, il y a une permission sur les capsules, café cachère, même qu'il n'y a pas un tampon, mais qui sont permis d'après la liste du consistoire à une autre liste. Il y a des cafés avec des goûts de vanille, tout ça. Ça, il faudra faire attention par rapport à ces goûts-là. Pendant Pessah, au niveau de la consommation, mais non au niveau de la cachérisation de la machine Expresso. Vous avez une capsule qui s'appelle une capsule nettoyante. C'est une capsule nettoyante qu'on met dans le marchir, dans cet appareil-là d'un Expresso, qu'on fait marcher à vide, donc ça y sert, et c'est un auto-nettoyant donc de cette machine-là. En général, même Pessah ou sans Pessah, est conseillé par la marque de nettoyer sa machine de temps en temps. Et étant donné que ça arrive avec cette machine une certaine chaleur, Yad Soledet Bo, donc une chaleur où on ne peut le toucher à la main. Donc ça c'est la cachérisation de la machine Expresso. Alors, par rapport à la machine Espresso, est-ce que toutes les capsules sont cachées à l'épaisseur? Alors ce que j'ai dit au début, pas toutes les capsules sont cachées à l'épaisseur. Il faudra faire attention aux capsules, surtout avec les goûts. Il y a une liste qui est distribuée, ou en tout cas qui est diffusée ou sur internet ou par consistoire ou peu importe. Même je pense que par Nespresso même, en tout cas ici à Jérusalem, on peut le trouver dans n'importe quel endroit, de voir quelles sont les capsules autorisées pendant Pessah. Juste, c'est pas, on parle que de Nespresso ou bien de façon générale à d'autres machines? De façon de tout, enfin, il y a aujourd'hui, Nespresso a été copié, enfin, il y a beaucoup de machines qui ressemblent avec toutes les sortes de capsules. Quand c'est acheté en Israël, il n'y a pas de problème, puisqu'en général, il y a un Hercher, il y a une cache-route, pour Pessah. Quand on est en dehors d'Israël, en France ou n'importe où dans le monde, on devra faire attention d'utiliser des capsules qui sont permises au niveau du café. Le café, il est mélangé souvent. En Israël, vous trouvez énormément de café qui est mélangé avec pas mal de choses, que ce soit des goûts, des arômes. Donc ça, il faudra faire attention. D'accord. Alors, une nouvelle question de Carla sur Facebook toujours. Est-ce que pendant Pessah, on est obligé de prendre un thé cachère les Pessah? On peut maintenant... D'accord. Alors, en général, tout ce qui est consommable, tout ce qu'on rentre dans la bouche, à l'exception de certaines choses, on va en parler peut-être tout à l'heure, il faudrait faire attention de prendre quelque chose cachère les Pessah. Le thé, il est mélangé aussi avec certains, vous avez du thé à la menthe, du thé avec certains goûts des bois, enfin fruits des bois, toutes sortes d'arômes. On peut trouver des fois dans certains arômes quelque chose qui accompagne un goût qui est accompagné avec quelque chose de Hametz. Donc il faut faire attention. En général, non. En général, le thé qui est netto du thé, ça veut dire qu'il est mélangé avec aucune autre chose, il n'y a pas besoin de cache-route, mais on est Pessah, on est Makpid, on dit que toute personne qui fait attention à mâcher ou de Hametz, à n'importe quelle miette de Hametz à Pessah, le Harizal, il dit comme ça au nom du Harizal, qui sera protégé toute l'année de toute la vérote. Donc, ça vaut le coup, c'est une fois dans l'année, c'est quelques jours. Et donc faire attention, surtout ce qu'on met dans la bouche. Les produits de vaisselle, produits nettoyants, tout ça, il n'y a pas besoin de cache-route. C'est quelque chose qu'on met pas dans la bouche. On parlera aussi peut-être. Alors qu'en est-il des médicaments? Des médicaments, il y a des gens qui ont des animaux, ce qu'on leur donne, les dentifrices. Pour répondre sur un pied, au niveau du dentifrice, Meikaradine, après la chastrik, il n'y a pas besoin de Hercher, il n'y a pas besoin de cache-route pour un dentifrice. Quand c'est un dentifrice qui est en général la menthe forte, qui est piquant, qu'on n'avale pas, il n'y a pas besoin de cache-route. Par contre, les dentifrices des enfants, que c'est à la fraise, à la menthe légère ou à certains d'autres goûts, où on avale ce dentifrice-là, oui, il faudra prendre un Hercher, il faudra prendre avec une cache-route. Les autres dentifrices, vaut mieux aussi, parce que ça arrive que des fois, on aime bien voir ce goût de menthe dans la bouche, on sent encore ce goût de menthe pendant quelques temps dans la bouche, et on avale en général notre salive, donc Kedai, ça vaut la peine aussi de prendre sur ces dentifrices-là quelque chose avec Hercher. En ce qui concerne ce qu'on donne, les médicaments. Les médicaments, et ça se divise en trois grands catégories. Première catégorie, il y a tout ce qui est suppositoire, piqûre, tout ce qu'on crème,
Ça, il n'y a pas besoin d'air cher, il n'y a pas besoin de rien du tout, on peut l'utiliser sans problème. Deuxième sorte de médicaments, c'est les médicaments, je vais à l'autre extrême, les médicaments qui ont un goût. Les sirops avec un goût au caramel, aux fruits, ou les pastilles qu'on suce. Alors ça, on n'aura pas le droit de les prendre. Il faudra vérifier qu'il y a un air cher dessus, ou qu'il n'y a pas de trametz à l'intérieur. En général, en Israël, vous avez une liste de tous les médicaments. La majorité, il n'y a pas de trametz. Il faudra prendre cette liste dans n'importe quel coupatrolim en Israël. Il y a une liste, comme une liste de cache-route pour les médicaments. En France, alors je pense que le consistoire à sa liste de médicaments, sinon à Rothenberg, sinon votre médecin, si votre médecin c'est un médecin juif qui est pratiquant plus ou moins, on peut se renseigner aussi chez son médecin, il y a toujours quelqu'un sur qui on pourra se renseigner. Ça c'est pour ce qui est avec un goût. Ce qui n'a pas de goût, ok, et on va revenir avec ce qui a un goût pour quelqu'un qui est très malade, pour un médicament qui a un goût. Un comprimé classique, donc qui n'a pas de goût. Alors, avant de parler du comprimé classique, un comprimé qui a un goût pour quelqu'un qui est très malade. Alors on dit que c'est quelqu'un, c'est cholé she'en bo sakana, c'est un cholé, un malade qui n'a pas de danger, mais qui arriverait à être, on va dire, s'allonger tellement qu'il est fatigué, qu'il est malade, ou qu'il n'est plus soi-même, il a un peu la tête dans les nuages. Donc un cholé de cette façon-là, pour prendre ce médicament qui a un goût, il faudra qu'il mélange avec quelque chose de amer, ou l'avaler à travers une capsule qui n'a pas de goût, comme en général le font dans certains médicaments. Pour les médicaments qui n'ont pas de goût, alors il faut rentrer dans la catégorie d'être cholé she'en bo sakana she'nafal et mishkav. Je traduis, j'explique. Un malade qui n'a pas de danger, sa vie n'est pas en danger, parce que pour un malade qui est en danger, c'est sûr qu'on peut tout permettre si c'est sa guérison. Pour quelqu'un qui n'est pas en danger, mais qui n'a pas les mishkav, la kavana, l'intention, c'est qu'il s'allonge au lit, qu'il ne peut pas se lever, ou qu'il a de la fièvre plus que 38 degrés Celsius, alors dans ces cas-là, on pourra lui permettre un médicament qui n'a pas de goût pour pouvoir être avalé, pour pouvoir être pris en temps et en heure au moment où il doit le prendre. En ce qui concerne les animaux, tout ce qui est croquettes de chien, tout ça. Alors, il y a un grand klal, il y a une grande généralité au niveau de la halacha. Il faut que ça ne soit pas comestible par un chien. Il y a certaines choses pas comestibles par un homme. Dans le cas des croquettes, tout ça, c'est comestible par un chien. Récemment, j'ai parlé avec un vétérinaire et il m'a dit qu'il avait certains clients que pour eux, alors ça a l'air d'être un peu dégoûtant, mais pour eux, ils avaient, des gens qui ne sont pas forcément religieux, l'habitude de prendre ces petits croquettes en apéritif ou en petit truc comme ça. Alors bon, c'est vrai que pas tout le monde le fait, mais si c'est consommable par un homme, c'est déjà un problème. En ce qui concerne le Rav Tzion Abachalou, dans Or Letzion Chelek Gimel, dans son livre Or Letzion, 3e tome, il parle de ce qui est manger de poisson. Manger de poisson en général, c'est des flocons qui n'est pas consommable ni par un chien ni par un homme. Ça, pour les poissons, il n'y a pas de problème. On peut donner, si on a un aquarium avec des poissons rouges ou peu importe les poissons qu'on a, on peut leur donner de ce qui est ces poissons-là. Si nous a donné un animal à garder, il faut demander au propriétaire ou lui dire que nous, on lui donnera des choses cachères les pessards. On ne pourra pas lui donner les croquettes de peur qu'il y a quelque chose, ou peut-être que en tout cas dans le commerce, en Israël, c'est possible, c'est fort possible qu'on peut en trouver des choses cachères et pessards. En ce qui concerne la France, il faudra donner des choses cachères et pessards pour son animal. Pour revenir aux médicaments, si je dois commencer un traitement demain, rien d'urgent, un traitement sur le long terme, est-ce qu'il vaut mieux que j'attende la fin de Pessah? Alors, vaut mieux. Attends, si c'est un traitement, ça dépend quel traitement. C'est un médicament qui n'a pas de goût. Un médicament qui dans quel cas quel traitement? Si c'est un traitement, par exemple, pour, on va dire, une angine ou pour... non, c'est pour une maladie qui n'a pas d'urgence, on va dire, immédiate. Alors, il vaudra mieux consommer le médicament, commencer le traitement après Pessah, pour pas rentrer dans les problèmes, à moins que vous ayez vérifié que le médicament est consommable pour Pessah, qu'il n'y a pas de problème de Hametz. On parlait des ventes, justement. Est-ce que moi j'ai mon petit pot de... bon, on a dit que c'était permis mais pour les animaux, mais si j'avais quelque chose qui serait a priori Hametz, est-ce que je peux le vendre moi-même à mon voisin Goy? C'est la meilleure. Bien, il faut que je passe par par le rabbinat et. C'est la meilleure des choses à faire. En général, il faut savoir qu'à l'époque de nos parents, ou nos grands-parents, on va dire, en Tunisie, au Maroc, en Algérie, dans les pays de l'Est, d'Europe de l'Est, la vente se faisait de façon où on avait contact direct avec le goy. Comme le Rav Mazouz l'a mentionné
dans son dernier cours sur Pessah, ont donné la clé de l'endroit où se trouvait le Hametz au Goy. Il y a une histoire qu'on raconte en Tunisie où le Goy est rentré dans l'épicerie pendant Pessah et a consommé et a pris. Et le juif ne savait plus quoi faire. Il est parti voir le Rav de l'époque. Il lui a dit, qu'est-ce que je dois faire? Il a dit, tu rentres pas, tu te tais. Si tu parles, ça veut dire que ta vente n'était pas une vente et donc ton Hametz n'est pas vendu. On est très entendu, on va pas donner de mauvaises idées aux acheteurs. Donc faut faire attention. Faut faire attention de vendre son Hametz d'une façon qui est au niveau de la halakha. Aujourd'hui, on fait un acte de vente que le goy, potentiellement, il pourrait aller à votre adresse, si vous n'êtes pas là, vous joindre par téléphone et arriver chez vous pour pouvoir prendre l'endroit où on met le Hametz. C'est pour ça que c'est bien de mentionner aussi les endroits où on met le Hametz. Et pour nous, pour pas venir en consommer par habitude de ouvrir, et pour le goy s'il y a un goy qui... Donc, juste quand même pour que les choses soient claires, si jamais je veux faire une vente avec mon voisin goy, j'ai le droit, mais il faut quand même que je m'assure que tout soit fait d'après les règles de la halakha. Donc j'imagine qu'il y a un kinyan, il y a un acte de vente, il y a un acte d'achat, les coordonnées, comme on a dit, etc. Non, voilà, ça avec moi, il n'y a pas besoin de coordonnées, mais qu'il y a un kinyan qui prenne la chose chez lui, lui dire qu'il me l'a vendu, qu'il me donne de l'argent pour son achat, qu'il me l'achète, qu'il me donne de l'argent, ou une partie de l'argent qui me complétera à la fin. Si je veux la récupérer, je la récupère. Si je veux pas la récupérer, elle restera chez lui. Mais on conseille peut-être de se diriger vers les autorités. Pour quelqu'un qui n'est pas baki, qui n'est pas spécialiste au niveau de l'achat et de la vente, au niveau de la halakha, il vaut mieux passer par une autorité. Très bien. Question suivante, Jonathan. La question de Dan de Paris. Je suis étudiant en France en dentaire et je passe les fêtes de Pessah en Israël. On m'a dit que vu que je suis célibataire, je dois faire un seul jour de Yom Tov. Ok. Alors récemment, je parlais avec le Rav Ron Shaya et on avait un petit vikouach au niveau de la halakha à ce sujet-là. C'est vrai que le Rav Vadia a tranché dans son livre Chazon Vadia Pessah, Yom Tov, que quelqu'un qui vient en Israël pour passer les fêtes, normalement il devrait faire 2 jours. Il y a certaines conditions qu'on ne citera pas tout de suite, à moins qu'on nous pose la question, d'avoir un appartement ici, d'habiter ici. Quand c'est quelqu'un de célibataire, tout est la question. Le Rav Vadia il dit que si cette personne, il vient ici, et on lui propose une jeune fille, ou un jeune homme dans le cas d'une jeune fille, et il serait prêt à arrêter ses études là-bas et venir habiter ici, ou pour se marier avec elle, il ferait 15 jours. Et comme ça, Bémet la halakha, je sais que il y a Shabbat dernier, il y a des Shabbat, le Rav David Yosef, on lui a posé la question, et il a dit comme ça, on lui pose la question, si on te présente quelqu'un, t'es prêt à rester là tout de suite, quand on te la présente, Tout de suite ou dans un futur proche? futur proche, c'est-à-dire que se marier, c'est-à-dire que... Non, voilà, je finis mon année, je suis en dernière année de dentaire, je finis mon année et je viens après me marier ici. Ça marche ou il y a un laps de temps qui est vraiment... Si la personne est prête à venir habiter en Israël et se marier avec cette fille qui habite ici, ça c'est la condition. C'est quoi c'est-à-dire, en général, le cas est plus fréquent chez un Bachour Yeshiva. Le Bachour Yeshiva vient 6 mois, j'ai le cas d'un élève à la Yeshiva qui est venu, qui va sans doute repartir en France, où pour l'instant il est là jusqu'à la fin de l'année. Il est à la fin de l'année, il n'a pas encore pris son billet de retour, mais même dans le cas où il aurait pris son billet de retour, aller-retour pour Paris, mais si on lui présente quelqu'un, il serait prêt à rester ici ou venir habiter ici pour se marier, dans ce cas-là, il fera 15 jours. Donc il n'y a pas un laps de temps vraiment ça. Il n'y a pas un laps de temps, c'est vrai, il y a certains poskim, comme le Chacham Zvi, le Balatania, eux qui disent, dans tous les cas, et comme ça, mettre les Chabad, les Lubavitch, au fond, c'est que même quand ils viennent pour un jour, ils sont là, Minag Amakom, ils font 15 jours. Nous, les Sfaradim, qu'on suit le Rav Vadia, qu'on suit le Shulchan Aruch, que ça dépend pour un célibataire. Pour un célibataire, pas pour quelqu'un qui est marié, pour un célibataire, pour quelqu'un qui est marié, il y a d'autres conditions. Pas forcément dans les études, un célibataire. Célibataire, si on lui propose quelqu'un, il est prêt à rester pour elle ou pour lui ici, il fera 15 jours. Très bien. La question de Jonathan. Le 8e jour de fête tombe Shabbat. Comme nous faisons en Israël, comment Israël sera fini Pessah, comment nous allons faire Motzi? Ok. Très bonne question. Et c'est vrai que cette année c'est un peu particulier, même pour ceux qui habitent en Israël, puisque c'est les 2 jours se suivent. Il y a le jour de Yom Tov et tout de suite Shabbat. Au niveau de Motzi, on fera sur la matzah. Étant donné que le pain qu'on a, le pain unique qu'on a à ce moment-là, on n'a pas la possibilité d'avoir du pain. Donc on fera Motzi sur la matzah. On n'aura pas le droit de demander à un goy, écoute,
telle heure, tel jour, tu m'apportes 2 baguettes, c'est Shabbat. Ça, c'est un problème au niveau de la halakha. Donc, on fera motzi sur de la matzah. Et Alors que c'est mezonot d'habitude. non, donc, alors, ok, il faut savoir quelque chose. La matzah est mésonote d'après certains poskim. Elle reste motzi d'après d'autres poskim. Et comme ça, en général, Ashkenazim font. Au niveau des Sfaradim, ça dépend ce que tu as à la maison. Si à la maison, pendant toute l'année, tu fais pas rentrer de pain. Mais ce que tu as à la maison, c'est que de la matzah. C'est que de la matzah, c'est ton pain essentiel. C'est ton pain essentiel. Tu feras même motzi pour un Sfarad au milieu de l'année. Oui, c'est pas Étant faire vu entrer que le pain. j'ai pas en faire entrer dans le pain, et le seul pain que j'ai, c'est de la matzah, donc il restera motzi, on mangera et on fera motzi sur ce pain-là. Si tu permets, Jonathan, je vais essayer de me plonger, on va dire, après Pessah, parce qu'on y est proche. On parle de la Mimouna. D'accord. Alors, il y a beaucoup de choses qui se disent sur la Mimouna, il y a beaucoup de choses qui se font sur la Mimouna. Alors, c'est un merveilleux minag, une merveilleuse tradition, mais il y a eu des bases, des fois, qui ont été assez erronées quand elles se pratiquaient déjà au Maroc, par exemple, où on demandait, par exemple, au goy de commencer déjà à cuisiner les moufletas depuis la journée, ou bien on ouvrait ses placards pour pouvoir commencer à cuisiner, ou bien on demandait à la femme de ménage, voilà, moi je touche pas, toi tu me prépares les moufletas, ou bien tout simplement, enfin une multitude de possibilités comme ça, ou bien tout simplement de les préparer à l'avance, avant Pessah, j'ai envie de dire dans le meilleur des cas, préparer à l'avance et de tout congeler et de tout ressortir le soir de Pessah. Alors, est-ce qu'on ferait pas peut-être ici passer l'accessoire avant l'essentiel, au risque justement de posséder du Hametz pendant Pessah? Alors comme je vous ai dit, il y a certaines choses qui ne sont pas hametz. Là, le minag, cette coutume de la mimouna, c'est une coutume qui est basée sur beaucoup de bases de nos sages du Maroc. Et je pense que même dans d'autres endroits, il y a on va donner deux raisons essentielles, et après on rentrera dans la question que vous avez posée. La première chose, la mimouna, dont son nom l'indique, mimouna, la shon emouna, du langage de emouna, c'est pour dire que malgré, on dit que de la même façon que les Bnei Israël, ils ont été délivrés à Pessah, ils seront redélivrés à Nissan, à Pessah. Là, c'est pas arrivé puisqu'on a terminé le mois de Pessah, c'est pas encore arrivé. On ne perd pas sa Emouna et on se rejoint tous et on fait une fête, on dit que la Emouna elle continue à être là et on attendra le Mashiach jusqu'à qu'il viendra. Un des 13 fondements de la foi du Rambam. Deuxième chose, il y a certes dans certaines communautés, on a l'habitude de ne pas manger les uns chez les autres tout Pessah. Alors pour pas qu'on croie que on est disputé l'un à l'autre ou qu'on s'en veut les uns les autres, justement après Pessah, on fait une fête, on invite tout le monde, on montre qu'on n'a rien contre l'autre, au contraire, on veut cette iroud, cette union-là, et on veut rassembler tout le monde. Alors c'est vrai que malheureusement, au fur et à mesure des années, on a perdu l'essentiel, et au niveau de la halakha, il faut savoir que même si on a un minag, à partir du moment, Chas v'Shalom, il va contre la halakha, ça devient les choses, si minag. On inverse les lettres de minag, ça fait gainam. Donc il faut faire attention. Par contre, un minag qui est basé sur la halakha, Torah, c'est considéré comme la Torah, il faut continuer à le faire et il faudra le faire. Dans la mimouna, il faut continuer à la faire, c'est bien de la faire, mais non, d'après certaines règles de la Torah. La farine, comme on a dit, c'est pas Hametz. On peut garder cette farine-là. Une fois que Pessah est terminé, que il y a 3 étoiles qui sont sorties, le mari est rentré, il a fait la Havdalah, on rentre, on peut le temps de rachat aussi. Le rachat, c'est pas obligé en général. Al-Darat Ken, sur cette chose-là, le goy, il sait où qu'on va lui racheter ou pas. Instantanément, il n'y a pas une petite demi-heure d'habitude ou une heure? On garde un petit temps, donc le temps, c'est pour ça que j'ai dit, le temps que le mari rentre de la synagogue, le temps qu'il a fait la Havdalah, cette demi-heure elle a déjà passé. Donc c'est pour ça que j'ai dit d'attendre ce laps de temps-là. Le laps de temps-là, on peut sortir la farine, qui n'est pas forcément Hametz, puisqu'on l'a gardé dans un endroit qui est sèche, et pouvoir, et après commencer le fait de faire ses moufletas, d'inviter ces personnes, tout ça, demander à une voisine qui goy. Il y a plusieurs problèmes dans la question qu'il a posée M. Zawi, il y a plusieurs problèmes. Problème de bichoul goy. Nous les Sfaradim, contrairement au Rama, Rabbi Moshe Charlis, le décisionnaire Ashkenaz du Shulchan Arour, nous on est très makpid, on est très intransigeant en ce qui concerne le bichoul goy. Si on a une femme de ménage ou on a une voisine qui cuisine pour nous, on n'a pas le droit de le consommer. Même si tous les ingrédients sont cachés, il y a un problème de bichoul goy.
Sans parler d'ouvrir les armoires qu'on a vendues au Gold, c'est du gezel, c'est quelque chose qui c'est voler quelque chose qui ne nous appartient pas. La vente, c'est une vraie vente. Faut pas croire que c'est la vente, c'est quelque chose que folklorique. Il y a quelqu'un qui est venu me voir, il m'a dit, Arav, j'ai plus de Hametz chez moi, donc je peux pas faire la vente. Donc, ce que je vais faire, je vais acheter exprès du Hametz, je vais le mettre dans mon armoire pour pouvoir vous faire la vente. Non. On fait pas comme ça. Si t'as plus de Hametz, la brioute, c'est super, c'est la meilleure des choses à faire. Ne vends ton Hametz, vends ton Hametz. T'as plus de Hametz, t'as pas besoin de rien de vendre de Hametz, quand on n'a pas de Hametz, on n'a pas besoin de vendre du Hametz. Prochaine question. Nouvelle question de Jérémy. Je serai jeudi soir en vacances. Je serai à l'hôtel. Comment je fais pour la Bdikat Hametz et pour le bio? Donc cette année, C'est jeudi soir, c'est la Bdikat Hametz. voilà, pour indiquer à nos auditeurs qui nous regarderont peut-être les années suivantes, dans le cas donc où on est vendredi soir, le soir du Seder, le jeudi soir on est censé faire la Bdikat Hametz. Vérification. La vérification du Hametz. Et donc là, notre auditeur est jeudi midi sous le soleil de Acapulco. Bonne question aussi. C'est quelque chose qui est dans ces années-là qui revient beaucoup. On devra comme ça procéder de cette façon-là. Le jour où on quittera la maison, lorsqu'on est dans le mois avant Pessah, on devra faire la Bdikat Hametz à la maison sans bracha. Dispatcher 10 morceaux de pain dans la maison, faire la Bdika sans bracha, prendre ces morceaux de pain avec nous à Acapulco, arriver à l'hôtel jeudi soir, la chambre nous appartient. La location, d'après la halakha dans Rosh Mishpat, la location d'un jour s'appelle un achat. À partir du moment où j'ai loué une chambre d'hôtel pour un jour, cette chambre m'appartient, ça s'appelle un achat. Donc cette chambre m'appartient, donc j'ai le devoir, en droit qui m'appartient, de faire un Bdikat Hametz, de mettre ces morceaux de pain dans la chambre, de dispatcher, et faire la Bdika cette fois-ci avec bracha. Cette fois-ci, faire la Bdika avec bracha. Dans le cas où il y a un problème qui peut se poser de perdre cette mitzvah de Bdikat Hametz, ou lorsqu'on va chez quelqu'un. On n'est pas à l'hôtel, on va chez quelqu'un, la maison ne nous appartient pas, il nous prête une chambre, j'ai quitté chez moi avant la mitzvah de Bdikat Hametz, je peux perdre complètement la mitzvah de Bdikat Hametz, ce qui est le cas en parallèle pour Purim. Quelqu'un qui doit faire Purim le 14 ou le 15, si à l'aube il n'est ni dans un endroit ou dans l'autre, c'est-à-dire qu'il se déplace d'un endroit à l'autre, il perd la mitzvah de Purim, il n'a aucune mitzvah pour Purim, là c'est pour la Bdikat Hametz. Donc comment il devra faire? Laisser un endroit, même s'il va vendre toute la maison, laisser un endroit, une pièce où il y a le moins de Hametz, sans être vendu. Là, on va dire la chambre des enfants, plus facile à laver, ou sa chambre, ou à coucher, ou un endroit où c'est qu'il a rentré du Hametz et qu'on doit vérifier. Ne pas la vendre, marquer sur l'acte de vente à la Rabbanout, au consistoire, comme quoi il vend toute sa maison, sauf cette pièce-là. Avant de partir, donc le soir du Hametz, faire la vérification là-bas sans bracha, puisqu'on n'est pas le 14, on fait la bracha que lorsqu'on est le 14. Arriver chez les gens là-bas, ou s'associer avec une prouta, ça veut dire qu'il y a une pièce, donner 1 euro symbolique ou un shekel au balabait, et de lui dire qu'il fait partie de la maison, comme s'il lui louait sa pièce. Et là, quand le balabait fait la bracha, pensez être acquitté, pensez qu'il a acquitté, lui qu'il a cherché dans cette pièce-là, s'il n'y a pas quelque chose, donc il accomplira et ne perdra pas la mitzvah de Bdikat Hametz. La question de Jennifer. Est-ce qu'on peut utiliser un kumkum, une bouilloire, pendant Pessah, une fois qu'on l'a ébouillanté? Ok. En général, le kumkum tel qu'il est. Alors il y a plusieurs, on va parler de 3 sortes de kumkum. Il y a le kumkum qu'on pose sur même la plaque de Shabbat, où c'est de l'eau, il y a un petit robinet, il est couvert avec aussi un couvercle en acier ou en aluminium. Ce kumkum là en général, il n'y a pas de problème, il n'y a même pas besoin de le cachériser, vous le nettoyez bien, ça suffit. Deuxième sorte de kumkum, il y a aujourd'hui les kumkum qu'on met sur un socle électrique. Ils ont fait des kumkum comme ça, pouvant être utilisés pendant le Shabbat, en position Shabbat. Ces kumkum aussi là, en général, il n'y a pas de bouilloire. Ouais, une sorte de bouilloire. Donc en général, il n'y a pas de problème de Hametz. Le seul kumkum, il peut avoir un problème de Hametz, c'est les kumkum ou ceux qu'on a mis sur la plaque, ou les mêmes kumkum qui sont branchés à l'électricité, tout en fer, tout en aluminium, où on a tendance des fois, le Shabbat matin, mettre des petits croissants dessus pour réchauffer, ou sachala pour la réchauffer. Ça, c'est un problème, et c'est cachérisable. Comment on le cachérise? Alors, si c'est le kumkum qui est sur la plaque, il n'y a pas de problème, on lui fait la hagala. On fait faire la hagala, on le prend, on le trempe complètement avec son couvercle dans l'eau, on le fait sortir, il est caché à l'épaisseur, et on peut l'utiliser pendant Pessah. Qu'est-ce que la hagala? La hagala, c'est le fait de prendre un ustensile, le remplir d'eau, le faire bouillir, et quand il arrive à ébullition, tremper l'ustensile qu'on voudrait cachériser.
Ok? Il y a un clal dans le niveau d'Alacha, Kibolo Karpolto. De la même façon que l'ustensile a absorbé le Hametz, on devra le faire sortir. Là, dans le cas du kumkum, c'est avec de l'eau, donc on fait sortir avec de l'eau. À Gala, on verra d'autres cas plus tard. Le kumkum, on a posé le Hametz qui est branché à l'électricité. On ne peut pas lui faire la Gala. Si vous faites la Gala, vous pouvez le jeter à la poubelle, puisque vous le rentrez avec l'électricité, vous l'abîmez. Le remplir aux 3 quarts. Le mettre à bouillir, il va arriver à ébullition, il va arriver donc à bouillir jusqu'en haut, plus ou moins bouillir. Prendre, une fois que vous avez cachérisé de cette façon, prendre le quart qui n'a pas été touché ou légèrement avec de l'eau, le tremper dans une casserole qui est bouillante, de faire la Gala. On peut faire la Gala partie par partie du Kéli. Donc c'est ça. En ce qui concerne le couvercle, ça suffit de faire la Gala. Et lui, il rentre dans une casserole avec eau bouillante, on pourra le tremper. Dans le cas en Israël, il y a beaucoup de magasins qui vendent des pièces détachées. Acheter un couvercle pour la fête et faire ce qui en est pour le concours. D'accord. Et donc si on achète un nouveau kumkum, comment ça se trempe Ok. au mikvé déjà? Un nouveau kumkum, en général, si vous le trempez au mikvé, en général c'est écrit dans le mode d'emploi, ne pas tremper dans l'eau, ok, ne pas avoir contact avec l'eau. Chachamim chassou al mamonam chez l'Israël. Les sages, ils ont eu pitié, on va dire, pour l'argent du Ham Israël. Si vous avez le trempé dans l'eau, c'est fini, vous pouvez le jeter à la poubelle. Il y a 2 possibilités. Première possibilité, ceux qui sont en France, c'est très facile. Nous aussi en Israël, c'est aussi facile. On a les cousins, on peut aller voir un goy, lui dire écoute, j'ai ce kumkum là, nous on a la devoir lui expliquer, il faut qu'il comprenne, il faut que nous on lui explique de façon à qu'il comprenne. Je ne peux pas l'utiliser, on doit le tremper au mikvé. Mais si je le trempe au mikvé, il va s'abîmer, il ne marchera plus. Donc je te le donne, cadeau. Mais je vais te demander de te l'emprunter jusqu'à que j'en ai plus besoin. Et quand j'en aurai plus besoin, je te le rendrai. Et là, ça s'appelle un ustensile. Alors c'est un trick, c'est vrai que c'est pas... Au niveau de la halakha, c'est pas le top, mais c'est la seule chose qu'on peut faire avec ça. Une petite combine. Une petite combine pour pouvoir, après le prendre, ça appartient à un goy. Tout ustensile qui appartient à un goy, ou qui est utilisé pour faire du business, par exemple un restaurant, une colonie de vacances, tout ça qui est utilisé pour faire du business, cette vaisselle n'a pas besoin d'être trempée. Donc dans le cas, une fois que je remprunte le kéli du goy, j'ai pas besoin de le tremper. Deuxième possibilité, qui n'est pas acceptée d'après tous les décisionnaires, c'est de démonter cet ustensile électrique de façon qu'il ne marche plus, de façon débrancher la prise, enlever la prise donc il ne marchera plus, faire rebrancher la prise. Il y en a qui disent, s'appelle le faire terminer par un juif, et le fait de terminer par un juif, d'après certains poskim, d'après tous les poskim, ça pourrait marcher. Parce que cette obligation de tremper un ustensile, c'est uniquement quand il a été fabriqué par un goy. Voilà. Tout ça, tout ustensile fabriqué par un goy doit être trempé au mikvé, mishum khatnout, mariage. Donc on doit tremper au mikvé. Donc là, c'est le cas en général des ustensiles qu'on achète. C'est même les plaques chauffantes qui sont faites en Israël, ça vient de Turquie ou ça vient d'autres pays. Chine, Donc, etc. Ouais. La question de Yona sur le site TorahVox. S'il vous plaît, comment cachériser une plaque à induction? Ok. Plaque à induction. Il y a certains poskim, il faut le savoir, qui ne permettent pas de la cachériser. Pourquoi? Parce que la plaque à induction, elle est le chomer, la matière de cette plaque-là, d'après certaines études qui auraient été faites, elle est mélangée avec du kheres, ce qu'on appelle de l'argile, une sorte d'argile qui est mélangée donc avec ce verre-là. C'est un mélange, c'est pas du verre netto, c'est un verre qui est mélangé avec plusieurs matières. Donc ça ne permet pas de faire la cachérisation. Par contre, le Rav Ophir Malka et d'autres poskim, j'ai parlé récemment avec quelqu'un qui est chimiste, qui travaille dans la production de matières premières et aussi de certains matériaux. Et d'après lui, son étude, puisqu'il est dans le domaine, le vitrocéramique, c'est du verre, même s'il est mélangé avec une infime partie où il n'absorbe rien comme le verre. Tout ce qui est en verre à la maison, que ce soit un verre ou un bol, vous n'avez pas besoin de le cachériser pour Pessah. Vous pouvez le laver avec de l'eau et du savon, ça suffira. Donc le Rav Ophir Malka rapporte dans son livre que quelqu'un qui aurait vraiment besoin de cette plaque à induction, qui n'a pas les moyens de s'acheter un petit gaz, une petite gazinière, une petite plaque pour Pessah, on pourra faire cette cachérisation. Alors, à 3 conditions, enfin, il y a certaines étapes à respecter.
bien la laver, attendre 24 heures, le verser de l'eau chaude dessus, et quand on l'utilise à Pessah, puisque les plaques induction, ça marche avec une casserole, avec un fond que la plaque reconnaît. Pas toutes les casseroles marquent sur une plaque induction. Donc il faudra faire attention que la casserole et la plaque soient sèches au moment où on l'utilise, pour pas qu'il y ait, en général, quand c'est ratouf, c'est humide, il y a un passage, une connexion, on va dire, entre la casserole et la plaque. Donc on fera de cette façon-là, au moment où on l'utilisera pendant Pessah, que la plaque soit bien sèche et la casserole soit bien sèche pour pouvoir utiliser cette plaque induction. Une question sur le Seder. Dans la Gada, on dit que la matzah est du pain de pauvre, les chemoni. Or, sa valeur aujourd'hui est jusqu'à 5 fois plus importante que notre pain habituel. Est-ce que c'est toujours du pain, du pain de pauvre ou pas? Okay. C'est une question... ouais. C'est intéressant de la reposer aujourd'hui. Ok, je me rappelle pas de cette question, mais il y a deux endroits dans le Seder où il s'appelle les chemoni. Et chemoni, c'est pas une question du prix. Chemoni, c'est une question... Oni en général, Oni c'est la chaîne aniout, la chaîne d'un pauvre. Pauvre en général, il a l'habitude de manger un demi-pain, c'est pas un pain entier. En général, on voit qu'au début, à un moment de Motzi Matzah, au début de la Yachatz, au début de la Haggadah, et au moment de Motzi Matzah, on coupe la matzah en deux, une partie qu'on garde pour la ficomane et une partie qu'on va garder pour le Motzi Matzah. Cette partie qu'on va garder pour le Motzi Matzah, où enfin on va faire la bracha pour la matzah, pas Motzi Lechemenas, mais la bracha pour consommer cette matzah de mitzvah, c'est la matzah qu'on a coupée en deux. La matzah qui est coupée en deux s'appelle quelqu'un qui n'a pas les moyens de se payer une baguette entière, il se paye une demi-baguette ou il se paye une partie de pain. Et donc c'est pour ça que ça s'appelle les chawini. La même chose pour la ficomane. La ficomane aussi, c'est une partie de ce pain qui n'est pas entièrement consommé. C'est vrai que la matzah coûte très cher. C'est une mitzvah qui est chaviva, qui est aimée du peuple juif. Il y a possibilité, si on connaît, on apprend les lois de la halakha, il y a une dizaine de simanim qui parlent de comment faire la matzah. On peut faire, à l'époque de nos grands-parents, ils faisaient la matzah chez eux à la maison. Aujourd'hui, qu'on n'a pas la possibilité, les gens, en tout cas à Jérusalem, depuis Hanouka, le lendemain de Hanouka, ils commencent à faire les matzot pour livrer au monde entier. Beaucoup d'efforts, le blé, il est vérifié à partir du moment où il est coupé pour une matzah shmura, au moment où vraiment on coupe les épis de blé, jusqu'au moment où on les fait cuire. Ça demande beaucoup d'entretien, beaucoup de personnel. C'est pour ça que, malheureusement, le prix de la matzah est aussi élevé aujourd'hui. La question de Léo, les plateaux aluminium doivent-ils obligatoirement être cachés à les Pessah? Alors Léo, si tu peux plus préciser ta question. Les plateaux aluminium, les jetables. Les jetables. Alors, d'après le Rav Vadia, les plateaux en aluminium, en général, en Israël par exemple, il n'y a pas ce problème puisqu'ils ont en général un tampon de badat ou un tampon. Pourquoi ce tampon? Pourquoi on a besoin? C'est pas quelque chose que je consomme. C'est pas quelque chose qui est consommable. Alors pourquoi j'ai besoin dans un plateau d'avoir une cache-route? Pourquoi? Il faut savoir que tous ces plateaux-là, en général, ils sont loin d'une certaine huile pour éviter ou que ça colle ou pour leur donner une certaine brillance. Cette huile-là, d'après le Rav Ovadia, c'est quelque chose qui a été pogem, pagoum. Qu'est-ce que c'est pagoum? Qu'est-ce que c'est pogem? C'est-à-dire qu'il n'est plus consommable. Qui a été abîmé. Qui a été abîmé, qui n'est plus consommable par l'homme. Pourquoi on l'a fait? Pourquoi on la met? Juste pour donner une brillance, pour ne pas que ça colle. Et étant donné que c'est quelque chose qui n'est pas pagoum, en général, il n'y a pas besoin en vérité d'une certaine cache-route. En ce qui concerne ce qui est acheté en Chutz Laaretz, ce qui est acheté à l'étranger, d'après le Ravadia, il faut savoir que comme c'est en aluminium et c'est du fer, ça a besoin d'être trempé au mikvé. Il y a certains poskim que le Rav Ophir Malka rapporte qui disent si c'est une utilisation, ça j'ai cherché dans plusieurs poskim, personne ne rapporte ça, mais de ne pas tremper. Donc vaut mieux acheter avec un Hercher pour éviter ce lien d'après le Ravadia de le tremper. Au niveau du goût, il n'y a pas de problème de goût puisque en vérité c'est un goût qui n'est pas consommable, qui ne donne pas un goût à l'aliment qu'on va mettre à l'intérieur, donc à ce niveau-là, il n'y a pas de goût. La question de Uni sur Facebook, doit-on acheter le Coca-Cola caché les Pessah? Bonne question. Je me suis posé cette question il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années, quand j'étais en Israël à l'armée. On m'a appelé à passer Pessah, on m'a appelé en tant que réserviste à passer Pessah à l'armée. Et
à l'armée, il faut savoir que en général, Baruch Hashem, on fait le maximum pour cachériser toutes les bases et cachériser tout ce qui est tout autour. Au niveau du Coca-Cola, ce qui est la personne, le Rav, le Dayan, qui est responsable du Coca-Cola en Israël, et je crois qu'il y a le Rav Lando, il y a 3 personnes, je crois, dans le monde. C'est ce qu'on se dit chez les Juifs, c'est une rumeur qui tourne chez les Juifs. Voilà, qu'il y a 3 personnes dans le monde qui connaissent la recette du Coca. Je ne sais pas si c'est exactement 3 personnes ou plus. Mais il faut savoir que... Les deux patrons de Coca-Cola et le Rav Lando. On aime bien nous. Alors, et si Coca-Cola a tout son succès, c'est grâce à nous. Alors là-bas, j'étais arrivé à poser la question. Il faut savoir que il y a certaines, le gaz du Coca-Cola est fait par un certain processus. En posant la question en arrivant là-bas, on m'a dit que dans l'année, le Coca-Cola était fait avec un gaz ou un processus qui venait partir de la bière. On faisait une production spéciale pour Pessah et en changeant ce processus. Moi, je suis pas un grand connaisseur de Coca-Cola, mais peut-être quelqu'un qui s'y connaît au niveau de Coca-Cola, si on lui fait un test de Coca-Cola avec des verres sans la couleur du Coca, mais sans mettre d'étiquette, je pense que quelqu'un qui a le goût, qui reconnaît le goût du Coca, pourra reconnaître peut-être cette différence-là. Il n'y a pas un problème justement dans l'aspartame, puisqu'on remarque que tout au long de l'année, le Coca Zéro, il est sous la surveillance du Rav Lando, par exemple, ou le Coca Light, et pendant Pessah, il n'est plus sous sa surveillance, il passe sous la surveillance de la Rabbanout de Netanya, ou de Tel Aviv. En l'occurrence, Coca Zéro, c'est Tel Aviv. Ok, alors c'est une très bonne question parce que c'est pas seulement pour le Coca-Cola, c'est pour plusieurs produits en Israël. Et aujourd'hui, les produits sont vendus aussi en France. Donc, vous allez voir par exemple certaines glaces, certains produits où vous avez le Badatz Eda Haredit de Jérusalem qui a une cache-route qui est renommée par son nom et par sa vérification pédante de tous les produits. Et vous voyez que kasher pour l'année, non kasher les Pessah. Alors, il y a 2 problèmes. Il y a le problème des Ashkenazim qui ne consomment pas de kitniot, qui ne consomment pas de féculents. Donc, ça peut être un des problèmes. Maintenant, il faut voir quelle est la cache-route qui remplace le badatz. Comme dans le cas du Rav Lando, quelle est la cache-route qui remplace? Si c'est une rabbanout pshuta, simple, alors celui qui fait attention toute l'année, il vaut mieux qu'il continue à faire attention pour Pessah. Celui qui consomme, par contre, s'il y a une question de badatz, et à côté vous avez une consommation d'un autre badatz qui est aussi reconnu comme le badatz du Rav Ovadia, Bet Yosef, ou du Rav Marpoud, qui est un badatz reconnu qu'il faut aussi attention. En général, c'est une question de kitniot, et là, il n'y a pas à s'inquiéter, on peut consommer, donc ça, vaut mieux être pédant et intransigeant à ce niveau-là. Mais faire attention, quelle est la rabbanout qui remplace l'autre badatz? Est-ce que c'est pour une question de kitniot ou c'est pour une autre question? Et donc là, si on n'a pas l'habitude dans l'année de consommer une cache-route qui est simple, ne pas continuer à Pessah, puisqu'on doit faire encore plus attention à Pessah de consommer. Et pourquoi il y a quelque chose dans l'aspartame? C'est l'aspartame qui fait la différence? Je ne suis pas ni chimiste ni faiseur de toutes ces... producteur de ces aliments. Il y a certaines choses qui, oui, il y a différence au niveau de... Ce qu'il faut savoir, c'est que le badatz, à partir du moment où il y a une marloquette, où il y a une divergence au niveau de la halacha, il se retire et ne donne pas son hercher. Donc, s'il retire son hercher, c'est qu'il y a puce à l'oreille, enfin, il y a quelque chose derrière. À creuser, d'accord. La question de Léa. J'ai une dissertation à rendre juste après Pessah. Est-il possible de la faire, donc d'écrire, pendant Chol HaMoed? En général, c'est vrai qu'à Chol HaMoed, on n'écrit pas. Il y a des fois, c'est quelque chose d'Avar Aved. D'Avar Aved, ce qu'on dit, c'est quelque chose qu'on peut engendrer une prête. Mais non, regardez, en général, je ne sais pas si vous allez voir, quel est le nom de la personne? Léa, je ne sais pas si on ne rentre pas ta dissertation après Pessah, ce qui va se passer, est-ce que tu vas avoir un 0, est-ce que ça sera... il te donnera encore quelques jours. Là, Baruch Hashem, il te reste 5 jours jusqu'à Pessah. Si tu poses la question maintenant, c'est que tu sais que tu as une dissertation à faire. Je te conseille de commencer maintenant et de terminer Motzei Chag. Si tu peux vraiment pas,
Je sais pas, au niveau de la lacha, il faudrait que je vérifie si dans ton cas ça s'appelle Davar Aved. Est-ce que c'est quelque chose que tu vas perdre? Toi, tu devrais me dire, enfin, peut-être m'écrire ou nous appeler sur Question Arabe et me dire quelle est la situation après Pessah. Est-ce que tu vas avoir un 0? Est-ce que tu vas avoir un Moed Bet? Ça veut dire que tu auras un rattrapage ou ce sera irrattrapable? Selon ça, je saurais te répondre explicitement à ta question. Nouvelle question, j'ai fait un programme d'intégration d'1 an en Israël. Je ne sais pas si je vais rester l'année prochaine. Je passe les fêtes en France, dois-je faire un jour ou 2 jours de Yom Tov? Et même si je fais un jour, qu'est-ce que je fais le deuxième jour de Yom Tov? Ok. Pour tous les gens, c'est pas seulement ton cas, c'est le cas aussi de tout Israélien qui va en France pour passer les fêtes. Il faut savoir qu'il y a un problème de maritime. Il y a des gens qui achètent leur billet d'avion le deuxième jour de Yom Tov pour payer moins cher. Il faut savoir que s'ils arrivent pendant la journée, ils n'ont pas le droit de sortir de l'aéroport. C'est un interdit, puisque en sortant de l'aéroport, vous allez arriver dans un endroit où il y a des juifs, il y a des gens qui vont vous voir descendre avec les bagages, tout ça. C'est un chilou lachem, et c'est quelque chose qu'il faut faire, donc attention. Au deuxième jour de Yom Tov, dans ton cas, toi, tu es venu passer un an ici, tu vas repartir. Encore une fois, c'est la question du célibataire. On revient à la question du célibataire. Est-ce que tu penses passer, enfin, si on te propose quelqu'un ici, te marier avec lui ou pas? Puisque tu vas être là-bas, moi je te conseille, en tout cas, de te comporter. C'est pas le conseil, c'est pas seulement un conseil, c'est aussi au niveau de la lacha pour un Israélien, par exemple, qui va passer les fêtes là-bas, qui reviendra après Pessah. Le deuxième jour, il devra se comporter comme eux. Bien que il aura le droit de cuisiner, s'il est tout seul dans un appartement, il aura le droit de cuisiner pour lui, mais s'il n'est pas tout seul, il est avec une famille, il n'aura pas le droit de cuisiner pour eux, il n'aura pas le droit de mettre Mechalel la fête, de transgresser la fête pour les gens qui sont à la maison, même si tout le monde sait qu'il est israélien et qu'il sait qu'il va repartir après, tout ça, il n'a pas le droit ni prendre la voiture, ni fumer, c'est permis à partir d'une flamme, mais tout ce qui est choses de commun dont on ne fait pas la fête, il n'aura pas le droit de faire. En ce qui concerne le dernier jour de la fête, parce que ça c'est une afkamina, c'est-à-dire il y a quelque chose qui une incidence au niveau de la halakha, c'est quelqu'un qui revient en Israël, qui est israélien, en cachette dans une pièce, tout seul dans sa chambre où il dort, il devra mettre les tefilines le dernier jour, puisqu'il sera obligé de mettre les tefilines, mais se comporter comme eux à partir de tout, pas prendre le métro, pas prendre la voiture, se comporter comme eux devant tout le monde, en tout cas faire attention, à moins qu'il soit dans un appartement, qu'il ait un appartement que pour lui. Alors là, il y a certaines choses où on peut être mécal, comme le fait de cuisiner pour lui-même. Quand c'est le contraire, c'est un Français qui vient en Israël, là c'est le cas, il est plus léger. Par exemple, ça arrive souvent des familles qui viennent en Israël, doivent faire un deuxième sœur du Seder. La personne, les juifs qui habitent ici, ils auront le droit de leur allumer le feu, de leur faire certaines choses, mais pas le contraire. Alors, la nouvelle question, pouvez-vous nous remontrer comment doit-on nous s'accoder pendant le Seder? Très bien. Alors, si on peut faire peut-être une introduction à ce Seder, on va en parler, je pense, de comment s'accouder. Si on peut donner peut-être justement quelques conseils pratiques sur l'intégralité du Seder, et j'aimerais bien qu'on puisse consacrer cette partie un petit peu en fonction des questions qui nous parviendront, mais justement au déroulement du Seder. Il y a énormément de points techniques qu'il faut savoir, et donc je vous invite à nous éclairer un petit peu en commençant déjà par la première étape qui serait donc le Kadesh peut-être. Okay. Il faut savoir tout d'abord que le soir du Seder, lorsqu'on rentre, essayez si c'est possible, que la table soit déjà mise, que savoir plus ou moins, en général on a de la famille, savoir plus ou moins où chaque personne s'assoit, comment on va s'asseoir, on va expliquer, mais qui est sa place. Pas qu'on arrive, c'est la cohue, et on sait pas qui, quoi, comment le temps prend, on commence à se disputer, on commence à parler, il n'y a pas d'apéritif avant le Seder, alors on va voir comment on va procéder. Au niveau de la halakha, c'est bien, c'est conseillé, avant de commencer le Seder, dénoncer chaque étape du Seder Kadesh, ou Traz Karpas, dénoncer chaque étape du Seder, pour savoir où on va, puisque cette nuit-là s'appelle l'El à Seder, la nuit des choses ordonnées, okay, où tout doit être ordonné, donc savoir où on va, on sait exactement chaque étape, ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on va faire. En général, la majorité des Agadot de Pessah, à chaque fois, car vous avez le nom Yachatz, Magid, vous avez expliqué en français ou en hébreu la chose que vous devez faire, donc même si vous avez oublié, c'est bien de préparer avant, c'est bien de se préparer. Là, il reste quelques jours. Prendre une Agada, essayer de passer dessus, voir les choses où vous avez des questions, ou si c'est vous en tout cas qui menez le Seder, on a toujours un maître de maison qui dirige le Seder quand on le fait en famille. C'est important aussi d'avoir des invités, pas seulement des invités qu'on aime, spécialement qu'on aime comme de la famille,
Mais le Zohar Kadosh, il dit que c'est très 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 important d'avoir des pauvres, quelqu'un que vous savez, ou quelqu'un qui n'a pas où passer le Seder. Vous avez sûrement des gens, des voisins, des gens autour de vous qui n'ont pas où passer le Seder. Malheureusement, dans les questions au Rav chez Torah Box, récemment j'ai eu le cas d'une femme qui a plus de 75 ans ou 70 ans, qui habite dans le 4e, qui est toute seule, excusez-moi pour les détails, mais qui est toute seule, qui ne s'est jamais mariée. Et des gens comme ça, c'est des gens qu'on doit inviter le soir du Seder. Même si ça nous fait pas kiffer au top, ok, c'est pas super, mais où ça c'est la meilleure mitzvah qu'un homme il puisse faire, et pas seulement le soir du Seder, que ce soit le Shabbatot, tout ça. En ce qui concerne le Seder, donc être préparé, savoir ce qu'on fait à chaque étape. Le verre, le kidouche, on doit boire Revit. Revit, c'est quoi? J'ai apporté avec moi 2 petits verres pour vous montrer. Alors, la moitié d'un verre en plastique, ça comprend Revit. C'est quoi Revit? Revit, c'est la même valeur numérique que Kassa. Kassa en araméen, c'est un verre. Kassa, c'est Kaf, sa mère, Aleph, ça fait 81. 81 millilitres ou millilitres. 81 millilitres. Millilitres, la moitié d'un verre, c'est 80 millilitres. Dans un petit verre comme ça de café, si je le verse à l'intérieur, on n'arrive pas encore en haut, mais il a déjà, donc dans un verre comme ça, on arrive là à peu près. On arrive au plus de 3/4 du verre, mais dans un verre comme ça, vous avez plus que Revit. C'est bien de prendre un verre en argent, un verre Mechoubat, puisque cette soirée-là, il y a un siman dans le Shulchan Aruch, siman Tavkouf Samer, ou Tavkouf Samer Aleph, tous les minagim de Tisha B'Av. Il faut savoir aussi que le soir de Pessah, c'est-à-dire cette année Pessah, ça tombera vendredi soir, Tisha B'Av, ça tombera vendredi soir, le soir de Pessah, c'est le même soir au niveau de Tisha B'Av. À Tisha B'Av, ou dans l'année Shabbat, on n'a pas le droit de remplir sa table à rabord où il n'y a plus de place. Le soir de Pessah, on aura le droit, puisqu'on est Ben Chorim, on est des gens qui sont libérés, on peut remplir, mettre tous les beaux bijoux qu'on a, les beaux costumes, les belles choses. Donc c'est bien de prendre un verre en argent et de boire. La question qui était posée, c'est comment participer, comment faire la sakoudé pour le soir du Seder. Comment s'accouder? Alors, le s'accouder, c'est pas sur les genoux de son voisin. S'accouder, c'est pas dans l'air. S'accouder, c'est où, si on a une chaise avec des accoudoirs, s'accouder sur l'accoudoir, être plus ou moins, d'après, si on doit traduire ça au niveau de notre langage, 45 degrés. Ok? Si j'ai pas d'accoudoir sur ma chaise, alors, tourner la chaise de façon où je puisse m'accouder sur le rebord. Et si j'ai pas de rebord, ou si c'est pas plaisant pour moi de m'accouder sur le rebord, alors de m'accouder sur la table, de façon où je vais arriver à me poser à 45 degrés. Voilà, je suis à peu près 45 degrés. Et je peux me tenir, j'ai le droit de me tenir la main avec ma tête, me tenir la tête avec ma main, et boire donc mon verre. Faire attention, vous n'êtes pas obligé de remplir le verre à rabord. Souvent, quand on remplit le verre à rabord, ce qui arrive, c'est que on salit la chemise, pas une fois, pas 2 fois. C'est la Légion d'honneur de Pessah. Voilà, la Légion d'honneur de Pessah. Comment on fait? On n'est pas obligé, on remplit presque à rabord pour pouvoir bien boire son verre de 45 degrés. Alors il y a des gens qui me disent ouais mais c'est pas plaisant si on est Bnei si on est vraiment comme des rois, si c'est pas plaisant pour moi, un roi il fait ce qu'il veut, il mange comme il veut, il boit comme il veut. Il faut savoir que même les rois, des fois ils font pas ce qu'ils veulent. C'est-à-dire même les rois, les présidents, ils font pas ce qu'ils veulent. Pourquoi? Parce que il y a certains protocoles du roi, il y a certains comportements qu'un roi il doit avoir. Donc ça c'est un des comportements de roi qu'il y avait à l'époque où il mangeait à moitié assis, à moitié allongé. Et donc ça, pour se sentir Bnei Chorim, quelqu'un qui n'a pas bu de façon accoudée devra reprendre et reboire ce vin. L'echatrila, le mieux, c'est boire du vin rouge sec. Si on peut pas, il y a le Rav, je sais qu'il y a le Rav Yitzhak Yosef qui dit, et pas tout le monde est d'accord avec lui, lui-même il le dit, il dit que les 2 premiers verres, boire sur du jus de raisin. Et après, les 3e et 4e verres, boire sur du vin. Pourquoi? Parce qu'en général, les 2 premiers verres, on boit à estomac vide. En général, ça peut, quelqu'un qui n'est pas habitué à boire du vin peut avoir la tête qui tourne. Et c'est une mitzvah qui vient avec, en perdant l'essentiel de la mitzvah, et pas pouvoir terminer son seder, puisqu'être un peu sous, un peu moins. Sinon, le jus de raisin rouge, c'est bon? Jus de raisin rouge pour les enfants, les femmes et les enfants, c'est bon. Quelqu'un qui ne supporterait pas, un homme qui ne supporterait pas aussi jus de raisin, ça sera bon aussi au niveau de la
D'accord, donc là on a fait Kadesh, donc on s'accoude. Celui qui ne sait pas accouder, est-ce qu'il est quitte de sa mitzvah? Ce que je viens de dire, celui-là qui ne sait pas accouder, il y a une différence entre Ashkenazim et Sfaradim au niveau des 4 vers. Au niveau d'un Sfarad, nous, on fait la bracha, on fait pas pour chaque vers une bracha. Les Ashkenazim, pour chaque vers, ils ont une bracha. Donc, pour eux, en tout cas, pour les 2 premiers vers, c'est un problème de rebois. À moins qu'ils ont eu la kavana en buvant le premier verre de Geffen, en faisant la bracha de Geffen, au cas où il y aura un problème aussi, ils auraient envie de reboire du vin, ils pourraient le faire. Au niveau des Sfaradim, il n'y a pas de problème. Donc, quelqu'un au niveau des Sfaradim qui n'a pas bu accouder, peu importe quel verre, on devra reboire de façon accoudée. Pour une femme ou pour un enfant, on s'appuie sur le Ravia, un des possèques des générations précédentes, que le Shulchan Aruch rapporte, ou Bedi Avad pour une femme, étant donné que la femme c'est un safek, est-ce qu'elle doit obliger de s'accouder ou pas, donc ne pas obliger de reboire un verre de vin accoudé. D'accord. Uchatz, on va se laver les mains. D'accord. Pourquoi? Alors, on va se laver les mains. Le Shulchan Aruch, dans le Siman Kuf Nunchet, chapitre 158 du Shulchan Aruch Orach Chaim, nous dit de chaque chose qui est tiboulo bemashke, c'est-à-dire chaque chose qu'on va tremper dans quelque chose de liquide, un des 7 liquides qui est dam shachat dam, c'est yad shachat dam, pardon, c'est la rosée, l'eau, le miel, le lait, tous ces liquides-là où on va tremper, on va avoir un contact notre main avec l'eau. Par exemple, je prends un gâteau, je veux le tremper dans un café. Ça, on devra se laver les mains avant de faire Netilat Yadayim comme pour le repas, 1, 2, 3, 1, 2, 3, sans faire de bracha pour pouvoir tremper mon gâteau, pour pas faire passer la touma. Donc dans le cas, c'est pour ça qu'on fait Ochatz, tout le monde se lave les mains. Quelqu'un qui serait trompé à Ochatz et qui aurait fait Al Netilat Yadayim par erreur, il s'est lavé les mains et il a oublié qu'en vérité il allait manger du maror, là, enfin qu'il allait manger le karpas, pardon. Et il a fait pour pas que ça soit les vatala, il prendrait un morceau de matzah, moins que kazaït, et il mangera ce morceau de matzah. Avec Shechianu? Non, sans Shechianu. Et après, puisqu'on fait Shechianu, il aura déjà fait dans le Kiddush, il aura déjà fait dans le Kiddush. Et après, quand il arrivera à Motzi Matzah, il ne fera pas à Motzi Lechem Minaret. Il fera que Motzi Matzah, puisqu'il est déjà acquitté. D'accord. Et voilà, faire attention, on passe. On va essayer parce qu'il nous reste 5 minutes. Donc on a fait Kadesh, Uchatz, Karpas, donc on mange son céleri dans le faire attention de ne pas manger plus de 30 grammes. Ouais. Ok, plus de 30 grammes. Et deuxième condition aussi pour ne pas rentrer dans un problème de bracha harona. Ne pas rentrer de savoir si je dois faire bonne fajot. Deuxième condition pour le Karpas, pensez à acquitter, très important. Pensez à acquitter le maror qu'on va manger au milieu de la Seouda et pas manger donc plus que 30 grammes, 10 grammes en général, entre 10, 15, 20 grammes de karpas suffirait pour accomplir les dates. 10 grammes ça suffirait largement. D'accord. Yachatz, on coupe la matzah. Alors on a 3 matzot sur notre plateau. Laquelle de ces 3 on prend et laquelle on coupe et qu'est-ce qu'on en fait? On prendra la matzah du milieu qu'on coupera d'après le Harizal en forme de vav et dalet. Ok, la grande partie ça sera en forme de vav, la petite partie en forme de dalet, c'est difficile à faire, surtout quand c'est des matzahs cachottes. Aujourd'hui en Israël, on a un matzah qu'on appelle, entre guillemets, la matzah pita. C'est une matzah qui est molle, qu'on peut déchirer sous n'importe quelle forme. Dans ce cas-là, on pourra faire de cette façon-là. Qu'est-ce qu'on fait de la troisième? La troisième, les 3 matzahs restent dans le plateau, c'est-à-dire la moitié, une moitié de la matzah, on gardera pour la ficomane, et l'autre moitié de la matzah, on remettra dans le plateau pour le motzi matzah. C'est pour cela que quand on arrivera à motzi matzah, le balabait a une obligation de manger 2 kazetot, ça veut dire 2 fois 27 grammes, c'est 20 grammes, dans la matzah c'est 20 grammes au niveau du poids, de matzah. Les autres participants, ça suffit un kazaït, et le deuxième kazaït qu'on mangera, que le balabait mangera, c'est-à-dire celui qui fera le seder, il devra manger ce kazaït de la demi-matzah qui a été gardée là-bas. La deuxième matzah qu'on gardera sous la nappe, ou que les enfants cacheront. Alors c'est important que les enfants ne cachent pas la matzah tout de suite. On attendra d'arriver au repas pour que les enfants cachent la matzah de la ficomane. Minag que les Ashkenazim en général ont. Nous aussi on peut leur faire participer pour leur donner l'envie de rester réveillés, mais ne pas le faire tout de suite, ça fera... C'est les enfants qui cachent la ficomane ou c'est les parents qui la cachent? Alors en général, on peut demander... Le minag c'était chez les Ashkenazim, c'est les enfants qui la cachent, pour que si le père ne la trouve pas, lui promettent un cadeau pour qu'il lui rende et puisse faire le Birkat Amazon.
pour pas habituer, il y a certains poskim qui disent pour pas habituer les enfants à cacher, à voler, un truc, on donne au papa de garder cette matzah ou de la cacher, s'il promet à l'enfant de la trouver et de pouvoir faire. Ok, on arrive à Maguid. Maguid, c'est la partie Maguid. la plus longue. La On Maguid, va c'est de la- raconter à nos enfants la sortie d'Égypte. Voilà. Alors, dans le cas de Maguid, des fois on a faim, on veut, comme on dit tout à l'heure, on veut vite tourner la Haggadah. Alors, il faut savoir que si on a faim et on veut manger, alors dans ces cas-là, quand c'est qu'on pourra consommer quelque chose pour pouvoir faire son seder, mais easy, on va dire avec kef, avec plaisir, comment faire? On fera kidouche. Une fois qu'on a fait kidouche, avant de se laver les mains, on pourra consommer des œufs, du riz, des fruits, des légumes. D'après tous les poskim, on fera bracha acharona. Et ne pas attendre de manger le karpas pour faire bracha acharona, parce que si on mange le karpas pour faire bracha acharona, on aura un problème pour le maror qu'on mangera après. Donc manger, se caler un peu, pas trop manger, parce que on aura, c'est vrai qu'on là il va y avoir une coupure de 40 minutes, 50 minutes, 1 heure à tout casser, un peu plus, de faire attention de manger après le kidouche, ces choses-là, pas motzi, pas de matzah, parce que la matzah on reste pour après, et après se faire uchatz et continuer karpas et donc le seder de la Haggadah. Donc la mitzvah de Pessah, L'essentiel, c'est le Maguid. c'est ici. C'est le Maguid. Donc les gens ont l'habitude, enfin les gens, il y a beaucoup de personnes qui croient que c'est peut-être pas forcément l'essentiel, qu'on va lire notre Haggadah et puis voilà, on passe à la chose suivante, on fait de la lecture. Non. Non, on fait pas de la lecture. Pour des gens qui habitent en France, qui ne comprennent pas l'hébreu, on peut lire la Haggadah en français, on est acquitté en lisant la Haggadah en français, on peut lire à tour de rôle, ça met de l'interaction, poser des questions, essayer de voir. Il y a tout souvent des Haggadah avec des petites histoires, se raconter une petite histoire, se raconter une petite chose, quelque chose. C'est pour ça, c'est maintenant, c'est le moment aujourd'hui, jusqu'à le SDR de préparer des petits même. Alors moi je vous conseille, c'est ce que je fais aussi un petit peu à la maison et c'est ce qui permet de captiver les enfants. Le but c'est vraiment de pouvoir avoir les enfants avec nous tout au long de la soirée. Alors il y a des petits tips qu'on peut vous donner. Je pense par exemple à la minuterie. Vous vous organisez pour qu'il y ait la minuterie de Shabbat dans l'appartement qui se déclenche au moment plus ou moins où vous allez faire les makotes, les diplés, et au moment de Makat Rocher, donc la plaie de l'obscurité, vous avez toute la maison qui s'éteint. Alors là les enfants en gardent un merveilleux souvenir. Vous pouvez aussi vous servir du pétel, comment on appelle ça le pétel? C'est boisson, c'est du sirop en fait, c'est du sirop à la fraise ou à la framboise, où en fait vous faites comme si vous versez un verre d'eau et en fait vous versez de ce sirop ça sent rouge comme la plaie du sang. On peut mettre encore énormément de choses, on peut faire la plaie des animaux, des bêtes sauvages avec des petits Playmobil, etc. Il faut animer la soirée, c'est vraiment l'essentiel. Comme on a dit au début, donner toute cette émouna aux enfants. Comment les enfants reçoivent cette émouna? Avec des histoires en les intéressant. Je vous ai dit, les cadeaux, c'est ça marche. Vous mettez les cadeaux, vous leur donnez à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui participe, qui veut lire. Même sans leur demander, ils vont vous arracher la Haggadah pour pouvoir lire. Leur donner des bonbons. Chaque bonbon représente une certaine somme. Et avec cette certaine somme qu'ils ont reçue donc de ces bonbons-là, pouvoir acheter leurs cadeaux que vous leur avez acheté préalablement. Et ça va les tirer, ça les laisser réveiller pour pouvoir participer. Après le Birkat Amazon, la Haggadah n'est pas terminée. On lit le Hallel, on n'a pas la possibilité de lire le Hallel tous les jours avec bracha la nuit, et les femmes non plus. C'est une grande mitzvah de lire ce Hallel, de remercier Akadosh Baruch Hu, quelqu'un qui veut continuer à avoir des miracles dans sa vie. Le fait de dire le Hallel ce soir-là et remercier Akadosh Baruch Hu continuera et aux femmes et aux enfants et à nous-mêmes à nous donner des miracles. La dernière chose à faire à la fin de remercier Akadosh Baruch Hu, donc. Et pour ceux qui peuvent, c'est pas un conseil, c'est une mitzvah de continuer à raconter la Haggadah ou continuer à raconter l'histoire sur la sortie d'Égypte jusqu'à qu'on s'endorme. Celui qui peut lire Shir HaShirim, et après Shir HaShirim, c'est une ségoula, lire tout Shir HaShirim, et après Shir HaShirim, demander une seule demande. En général, j'ai des personnes que je connais, j'aurais donné ce conseil, qu'ils ne faisaient pas une seule demande, cette chose-là s'accomplit, la demande s'accomplit. Donc, c'est Kedaï, ça vaut la peine de rester réveillé et de allonger cette soirée-là au maximum. Il y a des synagogues, après la fin du Seder, qui se retrouvent pour pouvoir rester là-bas et prier honnête, se raconter toute la nuit. Donc, Kedaï, ça vaut la peine. Il nous reste moins d'1 minute. On va essayer de survoler les différentes étapes qui nous restent. Une question après la fin. Ouais, on a Rortza, donc on va faire Netilat Yadayim classiquement. Motzi Matzah, donc là on mange le kazaït de Matzah. Pour le balabé 2 kazaït et pour les autres 1 kazaït. Exactement. Le maror, donc là c'est la feuille de laitue, 30 grammes, c'est ça? 20 grammes. Là-bas, là-bas il faut kazaït, donc là-bas c'est plus 20 grammes, 25 grammes. Faut faire attention aussi au niveau de la halacha.
Et pour le sel, pour cette année-là, puisque ça tombe Shabbat, le sel, pas préparer une grande quantité d'eau salée. La préparer avant Shabbat si on l'a pas préparé avant. Et la même chose pour les charoset, on parle du maror, on va manger les charoset avec ce sandwich de matzah, du maror, de charoset. Pas préparer les charoset avant, de faire d'une façon différente, ou de préparer, le mieux c'est préparer avant Shabbat. On a oublié de faire d'abord mettre le liquide, après mettre la chose pour pouvoir mélanger. Ça c'est en général les gens préparent avant. Okay. On est au maror, korer, on fait notre sandwich, donc on a kazaït de matzah. Kazaït de maror. Kazaït de maror, donc on en est à notre troisième kazaït. On est au troisième kazaït. Et pour le balabaït, on en est au quatrième. Exactement. D'accord. Exactement. Non, deuxième kazaït de matzah, troisième kazaït de... Ouais. Shulchan horaire, le repas, d'accord. Ouais, pas d'obligation de manger à coudée. C'est mieux, c'est conseillé si on peut au niveau de la matzah ce qu'on conseille, mais c'est pas une obligation, pas comme pour la matzah. Faut faire attention, ne pas dibour chol, pas de paroles vaines. C'est bien, on peut parler, on est détente, on est avec notre famille. Faire attention, par contre, tout au niveau de la Haggadah, pas commencer à raconter sa vie, le business qu'on a fait dans la semaine, tout ça. Vraiment garder la gdoucha du jour. Safoun, afikoman. On doit la manger avec appétit. On doit manger, voilà. La ficomène, c'est très important de pas manger quand on mange, de pas manger ce qui arrivait à être rassasié complètement. Même si vous voulez prendre un dessert, laissez prévoir de la place pour le dessert et pour la ficomène. On doit terminer avec le goût de la ficomène, donc le goût de la matzah à la fin. Et en général, on ne mange rien après cette matzah-là. D'accord, donc c'est vraiment, ça fait partie des mitzvot essentielles, et pourtant qui se trouvent à la fin, donc on a mangé les kazetir, les kazetot. Faire attention, chacham enav de rocho, faire attention de manger léger et de manger en laissant une place dans l'estomac pour pouvoir finir avec ça. Autre petit conseil pour les personnes qui, au prochain se réunissent ils sont avec des grandes familles, etc. N'hésitez pas à préparer dans des petits sacs les quantités nécessaires de maror, les quantités nécessaires de matzah. Tout le monde a déjà son petit sac. Pesez avant. Vous pesez comme ça, vous êtes sûr de la quantité, il n'y a pas de problème, même si on n'est pas au milligramme près. En tout cas, voilà, tout le monde a plus ou moins sa quantité. Dès qu'on arrive au moment, hop, chacun récupère ses sacs. Et comme ça peut aller plus vite et ça se passe mieux. Un kazaït de matzah, pour donner une matzah en général, c'est un igoul, un rond. À peu près 20 grammes de matzah, c'est à peu près entre un demi et 3/4 de matzah. Il faut vérifier avec une balance avant. Si quelqu'un aurait oublié, on a le droit d'utiliser pendant la fête une balance manuelle. Il y a des petites balances où on accroche certaines choses. On peut utiliser ça pour les tzorer mitzvah. Dommage de perdre du temps pendant la seder, comme il a dit M. Zawi, de préparer avant Pessah des petites sakites, des petites paquets en plastique préparés avec tous ces, pour le maror, pour la matzah et tout ce qui en est. Barer, Birkat Amazon, on l'a dit. Hallel, on vient de le dire, c'est une des seules soirées, c'est la seule soirée où on a deux Hallel. Déjà, on a le soir avec deux fois la bracha. Deux fois la bracha, donc c'est exceptionnel. Une fois la synagogue, une fois le soir de la... C'est la meilleure façon de pouvoir remercier Hachem de ce beau moment et de cette sortie d'Égypte qu'on nous sommes désormais de nouveau en train de vivre. Hallel, Nirtza, Chad Gadja, les chansons. On remercie Akadosh Baruch Hu. On espère que l'année prochaine, pour ceux qui sont pas à Jérusalem, en tout cas, Jérusalem, c'est pas seulement être à Jérusalem, mais c'est dans le Beth Amikdash, on pourra faire vraiment le Korban Pessah. Voilà. Donc je pense qu'on a fait le tour là du CDR. Jonathan, est-ce qu'on a une dernière question pour ce soir? Une dernière question, on a une question par rapport à la matzah bienfaisante. Au sujet de la matzah bienfaisante et des papuchado. Il y a des fois une marque locale, est-ce qu'on peut les consommer ou pas à Pessah? Est-ce que c'est consommable? Il y a plusieurs problèmes au niveau de cette matzah-là. C'est pas qu'elle est pas cachère. Si le hercher a été donné, c'est qu'il y a un hercher. Encore une fois, les gens qui ont l'habitude de prendre un bon hercher, de prendre une bonne hashgacha, vaut mieux éviter, même pour les enfants, pour plusieurs raisons. En général, elle est mélangée avec du vin. Les gens qui travaillent là-bas, c'est pas forcément toujours des juifs. Le vin n'est pas toujours, il est cuit d'une façon pasteurisée, mais il n'est pas cuit. Donc un goy qui touche un vin comme ça pourrait le rendre problématique. Il y a plusieurs problèmes où les mashgiach n'étaient pas forcément toujours là. Il y a le problème aussi il suffit qu'une goutte d'eau, il suffit des moules. En général, les moules qui sont là-bas, ils peuvent pas être nettoyés avec un chalumeau. Donc on s'appuie pour faire ces matzot là sur plusieurs coulottes, sur plusieurs permissions de la halakha, et donc on n'arrive pas. C'est cachère, mais c'est pas la méadrine. Les gens qui font attention à manger quelque chose bien cachère à Pessah, comme on a dit, quelqu'un qui fait attention à chaque chose de Hametz pendant Pessah, il aura la bracha de faire un kakadosh bochul pour être de toute averot pendant toute l'année. Donc c'est Kedai et dommage de perdre cette chose là. En général, comme ça j'ai entendu du Rav
Ophir Malka, qui disait que c'est comme ça qu'il a entendu le Rav Elbaz, il disait que cette matzah-là, il avait fait pour les gens qui n'étaient pas trop religieux, pour pas que Chas v'Shalom allait manger d'autres choses qui ne s'étaient pas cachées, avoir des petites choses à consommer. Aujourd'hui, Baruch Hashem, on peut trouver pas mal de choses avec des très bonnes ashgacha, donc dommage de... Il est pas Boujado? C'est la même chose. Pareil. La même chose. Très bien. Écoutez, chers amis, je vous remercie de nous avoir suivis, là aussi, de façon très nombreuse. Vous avez participé, vous avez posé vos questions. Ramon Kri, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci à vous de m'avoir invité. Je suis très heureux à chaque fois d'être parmi vous et de répondre aux questions du Ham Israël. C'est ça. Raveki? La prochaine fois, c'est le 8 avril après Pessah. D'accord. Là, on se donne rendez-vous donc, non pas la semaine prochaine puisque ce sera Pessah, mais la semaine d'après, on sera le 8 avril à 17h heure française pour un nouveau direct de Jérusalem avec notre prochain invité qu'on vous fera découvrir dans les jours qui précéderont ce direct. Merci à tous de nous avoir suivis. On vous souhaite ici de Jérusalem ainsi que toute l'équipe de Torah Box un Pessah Kasher Vesameach et à très bientôt que dans les joies.